calme est revenu à Bouaké. Après les manifestations d'hier, les populations ont repris leurs activités. Les commerces ont rouvert. Nous ferons le constat dans cette édition. Quatre mois après l'attentat de Grand Bassam qui a fait 22 morts, la cité retrouve progressivement son statut de ville touristique et de détente par excellence. Un attentat a frappé une manifestation pacifique de la minorité chiite aujourd'hui à Kaboul, en Afghanistan. Le bilan est lourd, plus de 80 morts, 200 blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Notre invité de la page culture est un artiste ivoirien. Il s'agit d'Edmond Williams, président de la Fondation des artistes africains. Cette fondation qu'il dirige depuis 2015 s'est fixée pour objectif de promouvoir les artistes et leur assurer une meilleure retraite, surtout de créer une chaîne de solidarité entre artistes africains. Mais après un an d'activité, quelle image présentent ces artistes africains? Vivent-ils de leur art? Quelles sont leurs difficultés? Voilà autant de questions que nous poserons dans quelques instants à notre invité. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Commençons par ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes et des ressortissants burkinabés qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tiendra à Yamoussoukro du 25 au 29 juillet 2016 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Cette 5e rencontre sera marquée par les travaux des experts les 25 et 26 juillet 2016 par un conseil conjoint de gouvernement présidé par les deux premiers ministres le 28 juillet et enfin le 29 juillet par la conférence au sommet que co-présideront leur Excellence, messieurs Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, président du Conseil des ministres et chef de l'État. Cette conférence au sommet portera sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 4e conférence et des accords signés entre les deux pays dans le cadre du TAC. Plusieurs nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso seront également signés à cette occasion. Instrument majeur de coopération multisectorielle, le traité d'amitié et de coopération a été institué pour redynamiser les relations fraternelles et historiques qu'entretiennent les deux pays. Et le ministère des Affaires étrangères, le ministre donc des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeu, est en déplacement au Burkina Faso. Il a été reçu par le président Roch Marc Christian Kaboré, comme vous le voyez dans ces images. Albert Mabry-Touakeu était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président ivoirien Alassane Ouattara à son homologue burkinabé. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères et le président burkinabé ont échangé bien évidemment sur la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, conférence donc qui se tiendra à Yamoussoukro, je rappelle, du 25 au 29 juillet prochain. Le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso a été installé. L'axe Abidjan-Ouagadougou se renforce donc selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères qui a procédé à l'installation du nouveau diplomate. Abou Sanogo est notre envoyé spécial. Le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeu, en mission au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ouagadougou, la capitale, et ses nombreuses motos nous accueillent. La ville est animée. Dans les jardins de l'ambassade de Côte d'Ivoire, dans le quartier Koulouba, se tient la cérémonie d'installation du nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Faso. En effet, ce poste resté vacant depuis près d'une année après que le diplomate Abdou Touré a terminé sa mission, a désormais un occupant. Il s'agit de Kapielétan Xoro. Il a été installé officiellement par le ministre des Affaires étrangères Albert Mabry-Touakeu en présence du ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la communauté ivoirienne. Mes impressions sont celles d'un diplomate heureux et très reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui nous a fait l'honneur de nous nommer à ce si prestigieux et si délicat poste. Nous allons travailler à développer davantage, à consolider, à perpétuer
ces relations d'amitié. L'installation officielle du nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Faso et celle du Burkina Faso près la Côte d'Ivoire est l'expression de la normalisation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes ensemble depuis l'histoire et nous continuons d'être ensemble pour travailler au progrès, pour travailler pour le développement de nos États, pour travailler également au rapprochement, parce que c'est dans le rapprochement que les deux pays gagneront et c'est ce que traduit le traité d'amitié et de coopération dont les prochaines assises auront lieu à Yamoussoukro la semaine prochaine. La présence du ministre Mabry ici pour installer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire est un signe de l'engagement du ministre, mais aussi de l'ensemble des autorités de part et d'autre pour donner un nouvel élan à la relation entre nos deux pays. Et vous savez qu'on est en train de préparer le TAC. Tout ça, ça rentre dans le cadre des assises du traité d'amitié et de coopération. Cette installation particulière et la présentation des lettres de créance de façon simultanée est un signe donc, de cet engagement des différentes autorités. Et nous nous réjouissons qu'on en arrive là. L'ambassadeur Kapieletian Soro est un diplomate qui a fait ses preuves au département central à Abidjan, au Nigeria puis au Libéria, où il était anciennement ambassadeur. Son installation s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, Bouaké, le calme est revenu. Après les manifestations d'hier, les populations ont repris leurs activités, les commerces ont rouvert, les gares de transport aussi. La police et la gendarmerie patrouillent pour assurer la sécurité. Les populations à Bouaké saluent ce retour au calme, nous explique Léon Brou. Rond-point de la gare routière au feu tricolore détruit par les manifestants, la police nationale en pleine activité de régulation de la circulation. C'est qu'après la chaude journée de vendredi, Bouaké a renoué avec son quotidien. De la gare routière au centre commercial en passant par le quartier Coco par exemple, magasins et autres commerces ont ouvert leurs portes. Les transporteurs sont également de service. Tous saluent le retour au calme, non sans condamner les événements de vendredi. Ça a engendré beaucoup de pertes au niveau des opérateurs économiques à Bouaké. Et chaque jour, nous, opérateurs économiques, on a des objectifs à atteindre. C'est avec timidité que nous on reprend les activités. Mais on pense bien que ça va aller. Les gens ont compris que ce qu'ils ont fait, que c'est vraiment un dégât pour la ville. Bouaké n'a pas besoin de tout ça, parce que Bouaké vient de loin. Les choses ont repris très normalement, très bien, ça va, on s'accroche. Seule fausse note de cette reprise d'activité, les banques. Elles restent encore fermées et gardées par les forces de l'ordre, lesquelles poursuivent leur patrouille pour rassurer la population et certainement dissuader les éventuels récidivistes manifestants. Voilà cette reprise des activités saluée par tous, notamment les autorités locales. Le maire de Bouaké vient de faire une déclaration appelant toutes les populations à tourner dos aux violences. Nous sommes obligés d'envoyer un cri de détresse à la population de Bouaké, à nos parents. Ce qui s'est passé est inadmissible. On ne peut pas accepter que pour des problèmes liés, certes, à la cherté de la vie, que des individus se transforment en loupards, prennent en otage la population et mettent la ville en quasi-situation d'insurrection. Cela n'est pas normal. Et cela appelle tout de suite au problème d'éducation. J'en appelle à nos parents pour qu'ils soient vigilants sur l'éducation de leurs enfants, qu'ils n'acceptent pas que certains vols qui ont été commis hier se réalisent. S'ils sont témoins des recels dans leur domicile, de certains vols, de certains pillages même qui ont eu lieu hier. Il est évident que cette situation démontre que ce ne sont pas seulement des consommateurs fâchés qui ont agi. Il y a en dessous des choses cachées. Et il faut ressortir ces choses cachées. Le calme est revenu et je pense que le calme doit se poursuivre. Et il faut que les populations vaquent à leurs occupations. La vie doit reprendre, même si dans certains
dans certains bureaux comme ici, les choses vont être un peu compliquées. Les leaders religieux ont aussi réagi sur les événements de Bouaké. Les hommes de Dieu réitèrent l'appel au calme aux populations. Nous les écoutons. Hier, nous avons été témoins de certaines scènes dans la cité de Bouaké et nous avons déploré tout ce qui s'est passé. Alors nous venons, porteurs d'un message, demander à la population de se calmer et que les autorités vont plancher sur la situation. Alors nous demandons à toute la jeunesse, nous demandons véritablement aux hommes religieux, nous demandons aux chefs traditionnels vraiment de parler à leur jeunesse, de parler à leur population et que sous peu, nous savons que les autorités auront un mot à dire. Demain, nous serons appelés aussi aux commandes. Si nous gâtons, si nous détruisons tout, avec quoi demain allons-nous diriger ce pays? Alors nous demandons à la jeunesse de ne plus jamais passer à de tels actes et d'avoir vraiment des comportements civiques. Aujourd'hui, on ne doit pas retomber dans ces comportements. C'est pourquoi nous déplorons vraiment cette situation qui se passe. La banque, c'est pour nous, c'est notre argent qui est là-bas. Nous qui sommes venus à Bouaké, nous avons nos papiers à la mairie, partout. Et si nous les déchirons, on va trouver le papier où demain? Mais vraiment, c'est déplorable. J'appelle toute la population au calme. Les organisations de consommateurs ont aussi fait une déclaration recueillie par nos reporters à l'issue d'une rencontre tenue avec les dirigeants de la CIE. À l'issue des négociations, nous, organisations de consommateurs, avons réussi à obtenir pour tous les ménages de Côte d'Ivoire, premièrement, le règlement sur une période de 12 mois de la facture du mois de juillet 2016 correspondant aux consommations des mois de mai et de juin 2016. Ainsi, chaque ménage pourra donc payer à son rythme la dite facture sur une période d'1 an. Deuxièmement, l'annulation de toute pénalité de retard générée sur cette facture pendant cette période. Nous avons également obtenu la mise en place immédiate d'un cadre permanent de concertation entre les autorités en charge du secteur de l'électricité et les organisations de défense des consommateurs. Dans ce cadre, seront abordées toutes les préoccupations des consommateurs, notamment celles relatives au coût de l'électricité. Chers consommateurs, c'est par la négociation que des résultats tangibles ont été obtenus. C'est pourquoi nous vous demandons ici et maintenant de mettre un terme à toutes les manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, les négociations ont donc payé, les factures seront payées donc sur une période d'une année. Alors, l'appel au calme a été entendu. Le Rassemblement des Républicains, le RDR, réitère cet appel à l'apaisement. Nous écoutons le porte-parole. Les derniers événements survenus dans le pays ne laissent pas indifférent le RDR. Protestation contre la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, suivie d'actes de vandalisme, manifestation à l'université d'Abidjan. Le parti analyse la situation sociale. Le RDR condamne avec fermeté ces actes de vandalisme qui visent in fine à créer un pseudo-climat insurrectionnel et à ralentir ainsi le progrès économique et social instauré depuis 2011 sous la houlette du président Alassane Ouattara. Le RDR rassure les Ivoiriennes et les Ivoiriens ainsi que tous les habitants de la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara met tout en œuvre pour préserver la paix, la justice sociale ainsi qu'un environnement favorable à l'investissement. C'est à cette condition que le progrès social auquel aspire légitimement chaque Ivoirien va se consolider. Le RDR, dans sa déclaration de ce samedi, invite les secrétaires départementaux, responsables des structures spécialisées, commissaires politiques et l'ensemble des structures d'encadrement à se mobiliser pour faire échec à toute tentative de manipulation des populations. Face à cette situation, une réunion du bureau politique est prévue ce lundi.
Reportage réalisé par Salima Toudia et Hugues Hervé Blé. Je rappelle donc, le calme est revenu à Boaké après les manifestations d'hier. Les activités économiques ont repris, les commerces ont rouvert, les gares de transport aussi. La police et la gendarmerie patrouillent pour assurer la sécurité. Loin de Boaké, à Yamoussoukro, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé une rencontre portant sur le système de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. C'est un système informatique conçu par le ministère de la Fonction publique pour gérer la carrière des fonctionnaires et agents de l'État. 3 ans après son utilisation, quel bilan dressé? Quelles propositions pour le rendre plus performant? Élément de réponse avec Kader Sogodogo. L'effectif des fonctionnaires et agents de l'État en Côte d'Ivoire est passé de 160 000 en 2010 à 186 508 agents en 2016 pour une masse salariale de 1 331,6 milliards de francs CFA, soit 46,5% des recettes fiscales et 7% du PIB. Pour une gestion des ressources humaines de l'administration qui tient compte des capacités financières de l'État, qui permet également des économies pour financer les investissements, il y a lieu de maîtriser la masse salariale tout en restant performant. Ainsi, en 2013, des ingénieurs ivoiriens ont conçu le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État SIGFAE. En 3 années, il a permis à l'État d'économiser environ 40 milliards de francs CFA. En outre, il a réduit le déplacement des agents vers leur ministère. À ce sujet, le site www.igouv.ci est visité par 28 500 personnes par jour. 72 817 actes administratifs y sont téléchargeables. Le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui veut faire du SIGFAE l'outil indispensable pour une administration ivoirienne performante, trouve indiqué de dresser un bilan après 3 années pour répartir de plus belle. Tous les acteurs du système ont été invités au présent atelier, au cours duquel il leur sera demandé de faire le point de l'utilisation de cette application informatique, de relever les difficultés, les dysfonctionnements rencontrés et de proposer ensemble des solutions d'amélioration. Prenant la parole, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement porte beaucoup d'espoir en ces travaux. Il s'agit de mettre en place une administration caractérisée par l'ordre et la rigueur, la rationalisation des méthodes de travail, la concentration des moyens d'action et surtout, et je le souligne, la culture du résultat avec pour objectif final le service aux citoyens. L'atelier bilan sur le système de gestion des fonctionnaires et agents de l'État SIGFAE va durer 2 jours. Je rappelle, hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le projet de loi portant organisation d'un référendum pour une nouvelle constitution. Les parlementaires ivoiriens ont adopté ce projet en plénière, tout comme d'autres projets de loi. Arrêtons-nous un peu sur cette notion de référendum. Qu'est-ce que cela implique? Un référendum pour une nouvelle constitution, qu'est-ce que cela signifie? Élément de réponse avec Alexis Ouedraogo. Un référendum pour une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire est annoncé pour la période septembre-octobre prochain. Jeudi à l'Assemblée nationale, le projet de loi organique portant organisation du dit référendum a été arrêté. Une question sera posée aux Ivoiriens. Approuvez-vous le projet de constitution proposé par le président de la République? Mais pour comprendre cet enjeu, il faut savoir qu'est-ce qu'un référendum? Eh bien, c'est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte qui ne sera adopté qu'en cas de réponse positive. La Constitution prévoit 4 cas de référendum: pour l'adoption d'un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, pour l'adoption d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité, pour réviser la Constitution ou pour soumettre à la décision des électeurs d'une collectivité un projet d'acte relevant de sa compétence. Le référendum est donc avant tout un instrument de démocratie directe, car il permet au peuple d'intervenir directement dans la conduite de certains domaines de la politique nationale ou locale. Aujourd'hui, plusieurs observateurs proposent de recourir davantage à ce mode de fonctionnement,
notamment pour faire évoluer certains secteurs de la vie sociale difficiles à réformer. Commentaire signé Alexis Ouedraogo. Intéressons-nous maintenant à un autre type de scrutin. Les législatives, les jeunes du RHDP ont abordé le sujet avec le président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Amadou Soumaoro. Les jeunes du RHDP veulent être mieux représentés au Parlement pour défendre les couleurs de leur famille politique. Kader Ouattara, Abou Sanogo. Les jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, veulent défendre les couleurs de leur parti aux élections législatives qui se tiendront dans le courant de cette année, mais aussi prendre toutes les places au sein du futur Parlement. Raison pour laquelle ils sont allés plaider auprès du président du directoire du RHDP pour qu'un accent particulier soit mis sur les candidatures des jeunes lors de ces législatives. Il s'est agi de porter un message de plaidoyer en faveur de la jeunesse, militants de nos différents partis, membres du RHDP, pour qu'un regard favorable soit porté sur leur candidature à l'occasion de ces élections qui s'annoncent à grands pas. Et nous avons eu une oreille très attentive à nos doléances. En retour, le président du directoire du RHDP, Amadou Soumaoro, les a assurés d'une attention qui sera portée par le directoire sur leurs doléances. Aussi les a-t-il exhortés à s'investir pleinement dans la construction du parti unifié RHDP. Notons que les élections législatives en Côte d'Ivoire auront lieu en décembre prochain. Les opérations de déguerpissement des orpailleurs clandestins dans l'ouest du pays ont pris fin. Le ministre de la Défense et des Mines était sur le terrain pour apprécier le succès de cette opération. Fin de l'opération OPI 3 dans l'ouest du pays. Comme les précédentes OPI 1 et 2 au nord et à l'est, elle aura été couronnée de succès. Avec ces opérations, il s'agit de mettre en application la décision du gouvernement sur la fermeture de tous les sites d'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage sur ces opérations menées conjointement par le ministère chargé de la Défense et celui de l'Industrie et des Mines, les ministres Alain Donvaï et Jean-Claude Brou étaient sur le terrain. À l'étape de Bio et à la suite des explications du colonel Mbaya Patrick, chef des opérations de la gendarmerie nationale, et du commandant Bongo Jules, chef de la cellule des opérations du Bassa-Sandra, la satisfaction est totale. Et donc il faut sensibiliser nos parents pour qu'ils ne donnent pas les terrains pour de l'orpaillage à des opérateurs qui n'ont pas d'autorisation. C'est ça la situation. On peut faire de l'orpaillage, mais alors il faut que ce soit de l'orpaillage autorisé. Je l'ai dit, la loi minière, le code minier autorise l'artisanat minier. Ok? Mais il faut avoir une autorisation. Pour le ministre Alain Donvaï, le moment est venu d'intensifier la surveillance et le contrôle à tous les niveaux. Quand on voit le type de matériel qui est utilisé sur ces sites, il faut bien que ce matériel arrive sur les sites, donc passe par des routes, ne passe pas par des pistes. Donc à ce niveau-là aussi, il faut qu'on soit plus vigilant sur la surveillance et sur le matériel qui est transporté par les engins pour pouvoir sécuriser ces périmètres. 429 sites d'orpaillage illicite identifiés ont été fermés sur toute l'étendue du territoire national par les hommes du général Gervais Kouassi avec à la clé plusieurs arrestations. Hors de la Côte d'Ivoire, en Afghanistan, un attentat a frappé une manifestation pacifique de la minorité chiite aujourd'hui à Kaboul. Le bilan est lourd, plus de 80 morts et 200 blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Notre pays se remet de l'attentat de Grand Bassam, l'attaque qui a fait 22 morts il y a 4 mois. Donc la cité se retrouve progressivement, son statut retrouve donc progressivement son statut de ville touristique et de détente par excellence. Dimanche ensoleillé sur Grand Bassam en ce mois de juillet, le vent des vacances souffle sur la cité balnéaire. Des jeunes en provenance d'Abidjan s'activent. Bon, nous partons sur la plage de Bassam. C'est venu voir le coin, un peu comment le coin va. Comme eux, nous décidons de prendre le pouls des plages 4 mois après l'attentat meurtrier qui a fait plus de 20 morts. Sur le vieux pont qui relie le reste de la commune à l'ancienne ville coloniale, des minicars bondés roulent en direction du rivage de la mer et de ses lieux de détente. Sur place, des centaines de vacanciers profitent de ces moments propices à la nage et à la détente. L'ambiance et puis il y a du monde. On se rend compte que les choses ont bien repris et on est vraiment content. Aucun doute pour eux,
Le 13 mars n'est rien d'autre qu'un triste et mauvais souvenir à vite oublier. Je pense que la plage est sécurisée. Tout le monde doit venir à la plage sans avoir peur. Balade entre copains, bouffe party, causerie en amoureux, football de plage, équitation, les visiteurs s'occupent. Certains sont venus en famille, comme cette jeune fille, accompagnée de son enfant. En tout cas, vraiment, il y a la vie à Bassam. Preuve que Grand Bassam retrouve des couleurs sans peur. Ce photographe que nous avons trouvé à l'œuvre ne pouvait espérer mieux. Il est 14h, j'ai à peu près fait 100 photos. Donc jusqu'au soir, peut-être je peux arriver à 150, ça dépend. Si ça pourrait se remplir comme ça, chaque jour comme ça, on sera très content. Pour les hôteliers et restaurateurs rencontrés, les choses n'ont pas du tout été roses ces 4 derniers mois. C'est vrai, après le 13 mars, les chiffres étaient très bas, mais aujourd'hui, on arrive à payer le personnel, on paye les factures, on a réussi à refaire un peu les choses. Les touristes reviennent. Vous-même, vous pouvez constater derrière moi, chaque jour que Dieu fait, on ne fait que recevoir les touristes. On peut le dire au regard de l'ambiance. 4 mois après l'attentat de Grand Bassam, la cité balnéaire retrouve progressivement son statut de ville de tourisme et de détente par excellence. Voilà, Grand Bassam a retrouvé son statut de ville touristique, ce qui nous conduit tout droit à la page culture. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a revêtu son manteau d'écrivain. Après plusieurs années sans sortir une œuvre, il a dédicacé mardi dernier son 14e livre intitulé L'État zéro ou la guerre des Gaou. Un conte romanesque pour plonger le lecteur dans l'histoire agitée de la Côte d'Ivoire, coincée dans les serres de la guerre. L'État zéro ou la guerre des Gaou consacre le retour de l'écrivain Maurice Kwaku Bandama à sa première passion, le conte qu'il a révélé au monde. À travers cette œuvre de 286 pages, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire retrouve son style ample et plein de fougue, son verbe loufoque et ses images percutantes. L'État zéro ou la guerre des Gaou, comme tout conte, transporte le lecteur dans le merveilleux où l'écrivain demeure le témoin de son temps. Ce que je veux montrer dans cette œuvre, c'est que par-delà nos ambitions, nous devons demeurer humains, nous devons demeurer humbles. L'écrivain est un rêveur. L'écrivain est un homme, est un artiste qui pense que la justice est possible. Pour les lecteurs, l'État zéro ou la guerre des Gaou est une œuvre aboutie. C'est l'écriture qui nous réconcilie avec la bonne écriture, la belle écriture. On a l'impression que l'écrivain est en transe au moment où il écrit. On retrouve la primordialité du monde dans sa jeunesse, l'enfance, l'accouchement du monde, la difficulté d'accouchement avec tous ces avatars. L'État zéro ou la guerre des Gaou, dont la dédicace a eu lieu au plateau, est le 14e livre de l'écrivain ministre Maurice Kwaku Bandama. Et le reportage était réalisé par Issa Yeo et Abou Sanongo. C'est l'heure à présent de l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, monsieur Edmond Williams. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, vous dirigez la FA, qui est la Fondation des artistes africains, depuis l'année dernière, donc en 2015. Tout à fait. Avez-vous encore le temps de chanter, puisque votre dernier album remonte à 2007. Tout à fait. Il est l'espoir. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, nous continuons à chanter. Il faut dire, même avant la fin, déjà, on avait préparé un single, mais les occupations font que nous n'avons pas encore sorti ce single. Et ce qui vous a révélé au public, c'est la fille du maréchal. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez fredonner quelque chose pour que les téléspectateurs se souviennent rapidement, en quelques secondes? Que ton père soit maréchal, qu'il soit plus qu'un général, et le mien, le pauvre Charles, qui tienne partout comme un chacal. Et que tu sois une pauvre fille, ça ne change rien pour moi. Que tu sois une riche fille, tu restes toujours la même nana. Oui. Tiens, tiens, tu aimes ma vie. Alors, je pense que les téléspectateurs se souviennent maintenant. Alors, vous avez le temps pour la FA, vous l'avez dit, la Fondation des artistes africains. Comment se porte cette fondation? Ben, il faut dire que la FA se porte très bien. Et en moins d'1 an de son existence, déjà, nous avons posé quelques actions qui ont été très remarquables et nous avons sillonné quelques pays africains pour mesurer l'ampleur de la situation de certains de nos pères. Et donc, il faut dire, depuis sa naissance, nous avons pris notre bâton de pèlerin. On a organisé d'abord à la veille des élections parce que pour qu'il y ait la fondation, il faut qu'il y ait la stabilité.
Et donc, à la veille des élections, nous avons organisé la marche à la place de la République. Vous faites aussi la promotion de la paix au niveau... Voilà, donc, en plus de chanter, vous promouvez la paix. Mais tout à fait, parce qu'un artiste, d'abord, il est incarné par la paix. Quand les gens ont des problèmes, quand ils nous écoutent, ça harmonise leur âme. Parce que justement, il faut la paix aussi pour faire ces activités. Voilà. Combien de pays africains sont-ils dans la fondation? La fondation, dans un premier temps, nous avons démarré avec 10 pays. Mais il faut dire que c'est comme l'OIA. L'OIA, dès que ça a été mis sur pied, ce n'est pas tous les pays africains d'abord qui ont été membres de l'OIA. Donc progressivement, par rapport à l'intérêt que cela a pour les artistes, nous installons les bases de façon progressive. La fondation n'a qu'un an d'existence. Moins d'un an même. Moins d'un an, oui, septembre 2015, c'est vrai. Alors, combien de pays? 10 pays, vous avez dit 10 pays au niveau de la fondation. Tout à fait. En plus de la FA, vous dirigez la Fondasi, c'est-à-dire la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Les missions sont-elles les mêmes ou y a-t-il une différence? Il faut dire qu'est-ce qui a poussé à la fondation, qu'est-ce qui nous a poussé à la création de la FA. C'est parce que les objectifs de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire ont impacté la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc nos frères des autres pays ont souhaité vraiment que nous étendons cette expérience sur le plan africain. Et bon, je profite aussi pour dire le film que nous avons fait, c'est-à-dire qui, n'est-ce pas, sur le chef de l'État, qui octroie un salaire de 300 000 francs aux pionniers de la culture, a eu un écho très retentissant à travers l'Afrique. Et certains même pionniers des autres pays souhaiteraient être de la Côte d'Ivoire. Parce que pour que la nouvelle génération ait l'espoir, il faut que la génération qui l'a précédée vraiment vive. Et donc, alors, la FA vise à promouvoir la solidarité entre les artistes africains. Nous allons regarder cet élément commenté par notre reporter Serge Coléa et continuer notre entretien. La Fondation des artistes africains FA a été créée à l'initiative d'organisations d'hommes de culture issus du continent. Réunis en Assemblée générale à Abidjan en août 2015, ces responsables d'associations ont porté à la tête de la Fondation des artistes africains Aimon William, par ailleurs président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Objectif assigné à la FA, œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des artistes tout en leur permettant de vivre de leur art. En septembre 2015, une campagne dénommée Fair Play électoral a été initiée pour une présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. À la fin du scrutin, les candidats ont été distingués au cours d'une cérémonie. Concert de la paix, gala de bienfaisance en faveur des artistes malades, nuit des mécènes culturels, réalisation du film documentaire Ado, un cœur qui parle, afin de dire merci au président de la République pour ses actions en faveur d'une cinquantaine d'artistes qui bénéficient aujourd'hui d'un salaire mensuel de 300 000 francs CFA. Le président de la FA a déjà mené de nombreuses actions. C'est à juste titre qu'il a été désigné par la presse ivoirienne meilleur acteur culturel de l'année 2015. Une distinction qui lui a valu les félicitations de la première dame Dominique Ouattara, marraine de la Fondation. Aujourd'hui, un seul défi à relever pour le président de la FA, c'est la mise en place d'un fonds de solidarité pour les artistes en difficulté. C'est un projet ambitieux, un fonds de solidarité pour les artistes, mais avant de parler de ce fonds, pour toutes les activités menées, d'où tirez-vous vos ressources? Il faut dire que je profite parce qu'au départ, ça je ne le cache pas, quand on a eu l'ambition de faire le film institutionnel Ado, un cœur qui parle, on a cru au projet. C'est la foi d'abord, c'est quelque chose qu'on a commencé à crédit. Et par la suite, les gens ont dit, mais les artistes, souvent, on vous disait que vous n'êtes pas reconnaissants, mais ça là, c'est un acte très fort. Et les gens ont commencé à nous accompagner. Le DG de l'RTCI, M. Bilé Diméléou, la CEDRAE, de soutien, Café de bonne Cacao, volonté. Et bien entendu, pas mal de personnes et tout ça, même à Toté et à Korogo et tout. Donc les gens de part et d'autre essaient de nous accompagner. Il y a Chris Espoir avec le révérend Naïm qui nous a Donc autant de bonne volonté. Alors pour le fonds de solidarité, où en êtes-vous? Le fonds de solidarité, il faut dire que dès la naissance de la FA, nous avons institué également à son sein le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité pour pallier aux urgences. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre pour régler ambition... certaines difficultés des artistes. Voilà, nous ne voulons pas qu'il y ait des SOS. À partir de maintenant, ça va finir, parce que le 11, on procède au lancement des activités du fonds de solidarité à l'hôtel communal de Cocody. Donc les choses sont en bonne voie. Voilà, et suivi en même temps également
des remerciements par rapport au film Ado, un cœur qui parle, pour tous ceux qui nous ont accompagnés. Il faut remercier également le directeur général de la RTI, qui vraiment, je dis, il nous a surpris, M. Bakayoko, il a pris vraiment ce film à cœur. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes déclarés numéro 1, meilleur acteur de la culture, l'homme de l'année. Et ce fonds avait existé. Ce fonds, les choses, où en êtes-vous? Est-ce que les choses, c'est vrai que vous allez organiser le lancement, mais concrètement, est-ce que ce fonds-là est alimenté? Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais je peux vous dire, toute fondation vit des dons, des legs. Et nous allons organiser, les artistes, même c'est des industriels ambulants. Nous allons organiser des concerts et tout ça pour alimenter ce fonds. Mais nos partenaires qui nous ont accompagnés sur le film également, mais seront nos partenaires. Toujours avec vous. Alors, parlons des difficultés des artistes, puisque vous visez donc plusieurs objectifs, notamment celui donc d'améliorer leurs conditions de vie. Quelles sont les difficultés auxquelles les artistes africains sont confrontés? Il faut dire que depuis l'avènement de la piraterie, plus de 10 ans, les problèmes sont pareils. Au niveau de l'Europe, les gens essayaient de maîtriser un peu, mais là, il y a le piratage des œufs. Voilà, et tout ça. Donc, pendant plus de 10 ans, les gens ne produisaient plus. C'est difficile. Ils produisent, mais on ne vend pas. C'est quoi vous avez dit tout à l'heure, mais Emma Williams, votre œuvre, ça date de 2007. Mais effectivement, parce que dès que tu sens un truc, les gens recopient systématiquement. Alors, vous êtes à la tête de la fondation pour régler un peu ce genre de cas. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là, vu que vous êtes à la tête de cette fondation? Mais ce que nous sommes en train de faire, d'abord, c'est la sensibilisation. Et ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des problèmes, nous apportons des réponses. Vous vous souvenez, par exemple, il y a eu une année où nos aînés tels que Bazé Thérèse, Tatiana et bien d'autres avaient des problèmes. Mais vous avez vu la fondation intervenir, même suivi d'une caravane de distribution des dons avec la RTI. Donc, ce qu'on a fait, c'est au vu... Là, ce sont les actions que vous avez menées pour aider les artistes. Je parle du piratage des œufs que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que la Fondation a fait concrètement, au-delà de la sensibilisation? Mais ce que la Fondation est en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un film de sensibilisation. Et que nous souhaitons que la RTI soit notre partenaire et que le ministère de la Culture également et d'autres structures africaines vont accompagner ce film. Et nous souhaitons que ce film soit diffusé de façon régulière. Donc vous militez pour l'accentuation de la sensibilisation. Le piratage a pourvu les artistes, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est la seule raison? C'est la seule cause? Combien d'artistes déclarent leurs œuvres dans les maisons des droits d'auteur? Est-ce que ce n'est pas une autre cause aussi d'appauvrissement? C'est la seule cause. Quand je dis c'est la seule cause, les gens, ils sont laissés pour compte. Parce qu'ils se disent, même s'ils déposent leur œuvre au Burida, mais après... À l'époque, mon aîné Ismaël Isaac pouvait vendre facilement 300 000 exemplaires. Un jour, il est venu au bureau, il a dit « Ah, mais le boing que j'ai eu là, c'est trop. Hein. » Mais aujourd'hui, Ismaël, attends, il ne peut même pas vendre 50 000 exemplaires. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est une plaie véritable. C'est pourquoi la Fondation, au lieu de laisser nos gars mourir dans le silence, c'est vrai, le Burida, son rôle, c'est de recueillir les droits de ceux qui produisent et les répartir. Mais à l'instar du Burida, comme les pays développés, il y a des structures qui jouent leur rôle. La Fondation, c'est ça son rôle. Intervenir, enrayer la pauvreté dans le milieu. Et également, on a des partenaires, c'est-à-dire qui nous accompagnent. Heureusement que vous avez les partenaires. Oui, alors, les artistes qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de renommée, qu'est-ce que la Fondation, la FA fait pour eux? Mais vous savez, récemment, nous avons organisé la nuit des mécènes de la culture africaine. Et le propriétaire de la chaîne Canal 7, monsieur le ministre Blaise Louambé, à travers la Fondation, produit 50 artistes sur l'ensemble du continent. Les artistes inédits, c'est-à-dire les artistes en herbe et tout ça. Et bientôt... Donc vous prenez en compte les artistes qui ne sont pas connus, comme ceux qui sont connus. La Fondation, son rôle, c'est d'accompagner ceux qui sont faibles. Quels sont les résultats réalisés sur le terrain? Mais les résultats aujourd'hui... Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais vous pouvez citer d'autres pays. Oui, mais les résultats aujourd'hui, c'est qu'au départ, les gens étaient laissés pour compte. Notre expertise aujourd'hui commence à payer dans les pays comme par exemple les Togo, les pays comme RDC. Et tout ça, les gens commencent à s'organiser. Parce que les gens ont dit, à l'exemple de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, si ces structures existaient dans ces pays-là, en principe, je pense que sinon, la situation n'est pas aussi dramatique ici. Hein. Dans les autres pays, c'est pire. Le Fonds de solidarité
tous nos partenaires, nous les invitons sur ce fonds et tous les Ivoiriens également qui copient les œuvres de façon illégale. Les gens ils ne savent pas, mais nous vous disons de contribuer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Aymon Williams. C'est à moi de vous remercier. Bon vent donc à ce fonds de solidarité. Merci également au gouverneur du district d'Abidjan qui nous accompagne sur ce projet, le DG de la sécurité, vous avez cité tout à l'heure, le DG du FER, mais bien sûr le ministre Cissé. Merci beaucoup, M. Aymon Williams. Oui, qui nous a aidé sur le film. Finira pas le ici. ministre Adama Koné, quand il était DG du Trésor, il nous a accompagnés sur le film. Merci beaucoup, M. Aymon Williams. Nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup. Il est donc 20h passé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal, vous l'avez compris. Merci à la régie, à Michel Mambo pour la supervision et à vous tous de nous suivre.